continuent de dicter leurs lois au marché New Dedo de Douala. Nous sommes dans le premier arrondissement de la ville de Douala, malgré les multiples passages de l'autorité préfectorale en vue de les sommer de déguerpir, notamment ceux occupant anarchiquement l'espace public. Même les opérations de DAS n'ont pas pu les décourager. Ils sont revenus à la charge. Pour les commerçants, il y a une explication à cette résistance. Quelques-uns s'expriment au micro de l'autre info. On les envoie sur le marché comme ça, faire le travail. Tous les jours, ils sont en train d'escroquer les mamans sur le terrain. Quand une maman ne donne pas 500, on porte sa marchandise. Est-ce que c'est normal? On vient prendre de l'argent chaque vendredi. La communauté, ils ont double salaire. Chaque jour, ils ont le cahier. Les voici surtout, les voici. Oui, les voici. Il faut signaler qu'à la suite de ces plaintes, le sous-préfet d'alors, Jean-Marie Tchakui, avait promis de diligenter une enquête, sauf que jusqu'à ce jour, cette enquête est restée lettre morte. Nous revenons sur les propos de Jean-Marie Tchakui du temps qu'il était encore sous-préfet de la commune d'arrondissement de Douala Premier. Il était sur le terrain au lieu dit marché New Day de Douala pour une opération de déguerpissement. Nous l'écoutons. On va ouvrir une enquête pour savoir qui vient prélever les taxes sur des gens qui sont installés sur la voie publique, alors que par ailleurs, il s'agit de la voie publique, donc insusceptible d'appropriation privée. Mais les gens viennent s'installer pour vendre tranquillement. Ils se permettent de construire des baraquements. Nous allons mettre un terme à cela. Nous continuons notre série sur le mauvais état de route dans la capitale économique Douala. Un constat est fait, la ville de Douala remporte la palme d'or des villes ayant le plus grand nombre de trous. Voici d'ailleurs une démonstration à travers ce reportage. Ralentir, s'arrêter, reprendre son élan et se lancer. Il est un mastodonte certes, mais ce trou lui dicte sa loi. Nous sommes au rond-point de la vallée de la Bisséquet dans l'arrondissement de Douala 1er. Ici, l'épidémie qui sévit dans la ville de Douala, à savoir le mauvais état des routes, n'a pas épargné la célèbre place du défilé. Selon le calendrier, le prochain rendez-vous ici sera le 5 octobre pour la journée de l'enseignant. Sans être pessimiste et se fiant aux années antérieures, un pansement pourrait être possible ici, en 2020, pour la fête de l'unité. En attendant donc, on se débrouille avec les moyens mieux, les méthodes du bord, c'est-à-dire braver les interdits en empruntant les voies secondaires avec un gros risque de collision en plus de l'endommagement du véhicule. C'est gâté partout. Voilà une voiture en un mois, on change de 4 amortisseurs pratiquement 2 fois, donc il n'y a aucune route à Douala. Voilà la deuxième fois que je me retrouve ici en un mois. Pour la même cause, les amortisseurs, les bras stabilisateurs, tout non, et tout ça dû au mauvais état de la route, que ce soit à Douala 5e, Douala 1er, Douala 3e. Il n'y a pas de route à Douala. De quoi se prendre un abonnement chez un garagiste. Ça fait les roulements et les cadans aussi. Tous les jours, les propriétaires des voitures pour le problème de la route. Ça casse les cadans et ça perce aussi les pneus. Et ça fait aussi parfois les moteurs. Nous avons respecté le sens giratoire cap sur le boulevard de la République. En dehors des commerçants de Chinatown qui vendent sur la chaussée, cette dernière à cet endroit n'a pas ou pas encore de problème. Quelques secousses et bouchons au marché Mbopi, bienvenue au carrefour Agip. Nous n'avons pas droit à une piscine ici, c'est normal, il n'a pas plu en cette matinée. Voilà pourquoi ces trous sont visibles et obligent ces conducteurs à faire des pirouettes, parfois aux grandes dames des passagers et des autres usagers. Depuis plusieurs semaines, les populations de ces localités sont victimes d'importantes inondations dues à des pluies torrentielles et bien d'autres facteurs. Il y a le mil qui est gâté, le riz qui est gâté, les maisons sont
cassés. De centaines de sans-abri, des habitations englouties, des bétails et des champs de céréales emportés, des dégâts importants sur des voies de communication, routes bloquées. Voilà qui paralyse le rythme de vie dans le Mayo d'Anaï. Les pirogues, pour le moment, sont le principal moyen de communication. Face aux sinistrés, Paul Atangandi, au nom du chef de l'État, console et annonce des mesures d'urgence. Vous savez que déjà en 2012, le 12 septembre 2012, le président Paul Biya était ici à la suite des inondations à Kirvidi. Et il avait donné des instructions pour que certains travaux puissent être effectués. Aujourd'hui, le sous-préfet de Maga nous a donné d'abord les premières explications. Il y a une digue qui a lâché, une digue là, longue de 50 km qui a lâché. Et il faut comprendre qu'il y a eu de fortes pluies. On peut parler du changement climatique. Parce que généralement, au 15 septembre, il n'y a plus de pluie ici. Ils ont davantage nous donner des explications. Et à la suite des explications, nous allons faire un rapport au premier chef du gouvernement, au chef de l'État. À côté de cela, les dons du président de la République apportés par le ministre de l'administration territoriale réjouissent les populations. Toutefois, pour les sinistrés, au-delà de tout ceci, il reste encore beaucoup à faire. Le véritable problème pour eux étant une digue et des conditions climatiques qui ne mettent pas réellement les habitants de la zone à l'abri. On habitait, il y avait l'eau, mais il n'y avait pas cette abondance. Mais quand la digue est passée, ça veut dire que tout est sec, on circule très bien. Quand il y a un malade, on le transporte si vite là où il y a le centre de santé. Il y a déjà 4 ans. Et maintenant, la digue a cédé et puis tout est inondé. Au cours de la réunion du ministre avec les différentes autorités administratives locales, le responsable du programme d'urgence de lutte contre les inondations a indiqué que pour le cas d'espèce, il serait judicieux de construire une digue sur 27 km jusqu'à Pousse et fermer celle du Logon sur 70 km et en cas d'investissement, construire des maisons sur pilotis. Car comme l'a expliqué le gouverneur de région, cette saison pluvieuse est longue et abondante plus que par le passé. Conséquence directe, la côte est de 313,30, différentiel de 5 cm sur le niveau de l'eau qu'en 2012. Et cela fait 60 ans qu'un cas pareil n'était pas arrivé. Ce qui devait servir de parc urbain au lieu dit Gazon au marché central de Douala. Nous sommes dans le 2e arrondissement. Les souvenirs sont encore frais dans des mémoires et comme c'était hier. Les commerçants qui autrefois occupaient cet espace avaient été chassés par les agents de la communauté urbaine au motif d'utilité publique. Plusieurs années après, cet endroit n'est resté que l'ombre de lui-même. Aucun signe d'aménagement, encore moins d'assainissement n'est visible. Et du coup, les inciviques s'en servent pour leur dépotoir. Dans la nuit, c'est un refuge pour les enfants de la rue. Lorsque le jour se lève, les commerçants et les usagers de la route sont assaillis par des odeurs pestilentielles provenant des objets et eaux souillées qui abondent dans ce lieu. Et juste autour de ce site abandonné règne un maître absolu l'occupation anarchique de la chaussée et des trottoirs. Les engins et les piétons se disputent le passage. Une situation qui amène à s'interroger sur l'efficacité de la plateforme de lutte contre les ordres urbains dans la ville de Douala. Pour le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, des projets nouveaux sont en cours pour pallier ce désordre criard. C'est de doter la ville de Douala d'infrastructures qui soient capables donc de contenir au moins 60 à 70% de ceux qui veulent faire normalement leur commerce. En attendant que ces infrastructures voient le jour, la ville de Douala n'a pas de véritable site d'attraction et les seules qui existent sont toutes dans un état de délabrement, faute d'entretien. Connaître un commerçant véreux et un produit de consommation périmé. Les agents du ministère du Commerce en font leur affaire. Ils viennent d'ailleurs d'en saisir 9 tonnes à Boisseau dans la région du Sud Comoé. 9000 kg de produits alimentaires périmés qu'ils ont pris plaisir à incinérer. Une procédure qui vise donc à la préservation du bien-être des consommateurs. Hermance Zirignan et Sephora Zegui étaient présentes lors de l'opération d'incinération.
Le bien-être et la santé des populations d'Aboisseau dans la région du Sud Comoé, une préoccupation pour les agents du ministère du Commerce. Ils ont alors procédé ce mercredi à l'incinération de 9 tonnes de produits alimentaires périmés. Produits saisis sur une période de 18 mois dans tous les marchés des villes de la région. Les commerçants sont alphabétisés. Parfois même dans l'achat, il peut arriver même que la date est pratiquement proche. Et lui, on lui balance ça. Peut-être faisant chuter un peu le prix, il pense qu'il a gagné. Il se retrouve qu'il met dans les rayons et bien peu de temps après, le produit est vraiment passé. Soumaoro Mva Kafumba, directeur régional du ministère du Commerce, et Gueux Honoré, secrétaire général de la préfecture d'Aboisseau, ont invité les commerçants à éviter la concurrence déloyale en commercialisant les produits périmés. La consommation des produits dont la date optimale est atteinte comporte deux types de dangers. Le premier danger, c'est notre santé. D'abord, consommer une denrée périmée peut affecter la santé du consommateur. Voilà, ça c'est un. Puis de deux, c'est aussi une forme de mauvaise concurrence. Parce que celui qui vend le produit périmé le vend au même titre que celui qui vend un produit sain. Les produits périmés sont des poisons à la consommation. Et donc, nous tous, nous devons concourir à la bonne santé de nos populations. Les agents de contrôle du ministère du Commerce appellent les consommateurs à la vigilance et au contrôle des dates de péremption des produits qu'ils achètent sur les marchés. La tuberculose continue de sévir en Côte d'Ivoire. Elle est même déclarée problème de santé publique depuis 2018. Mais le programme national de lutte contre la tuberculose accentue également ses actions. Le programme vient d'ailleurs de réaliser, en collaboration avec l'Institut Pasteur d'Abidjan, une étude sur la TB-lampe, une technique innovante, performante à implémenter dans le cadre du diagnostic de la tuberculose. Reportage Nosangaré dans un récit de Franck Quadio. Contagieuse et mortelle, la tuberculose est l'une des 10 premières causes de mortalité dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. En Côte d'Ivoire, elle est déclarée problème de santé publique. En 2018, 21 300 cas ont été détectés par le Programme national de lutte contre la tuberculose. Depuis des années, la microscopie est l'outil utilisé pour diagnostiquer la maladie. Un outil qui montre ses limites au fil des années. La sensibilité est faible. Et donc, c'est pourquoi l'OMS développe de plus en plus de nouveaux outils, en complément de la microscopie, pour renforcer le diagnostic. Pour répondre aux insuffisances de cet outil, une étude a été réalisée par l'Institut Pasteur d'Abidjan sur la technique TB-lampe, une méthode d'analyse innovante, moléculaire, performante et simple à implémenter. C'est une opportunité de diversifier le plateau technique de nos laboratoires parce que c'est un outil qui s'ajoute en plus. Et en plus, compte tenu de ses performances, il nous permettra de détecter plus de malades et de les traiter afin de rompre la chaîne de transmission du bacille dans la communauté. Actuellement, l'outil moléculaire que nous avons exige véritablement une chaîne de froid très appropriée, alors que cet outil peut être utilisé en périphérie sans une chaîne de froid très rigoureuse. Et donc, nous pensons que l'outil a sa place dans le réseau de laboratoires de lutte contre la tuberculose en Côte d'Ivoire. Lampe TB est une avancée technologique pour renforcer les moyens techniques du Programme national de lutte contre la tuberculose. Ces études sur la technique TB-lampe ont été réalisées par le Centre antituberculeux d'Adjamé, centre de référence régional de la tuberculose, et l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, Guillaume Soro sera bel et bien candidat à la présidentielle de 2020. C'est ce qu'il a annoncé ce samedi lors d'un meeting avec ses sympathisants de la diaspora à Valence en Espagne. Il y a des partis pro-Soro qui m'ont choisi comme candidat, alors oui, je serai candidat, a déclaré l'ex-rebelle et ex-premier ministre, alors qu'aucun des autres principaux challengers au poste de président de la République n'a encore officiellement annoncé sa candidature. La déclaration de Guillaume Soro intervient après le flou jeté par le président Ouattara sur une possible candidature en 2020 pour un 3e mandat. Ancien proche d'Alassane Ouattara, Guillaume Soro avait lancé un mouvement politique plus tôt cette année après des tensions avec le pouvoir en place qui l'ont conduit à démissionner de son poste de président de l'Assemblée nationale.
une fois encore, la rue s'embrase à Port-au-Prince. Avec des gaz lacrymogènes mais aussi des tirs en l'air à balles réelles, la police a dispersé vendredi les milliers de manifestants qui s'approchaient de la résidence du président Jovenel Moïse pour réclamer sa démission. La plupart sont jeunes et issus des quartiers pauvres. Ils manifestent depuis plusieurs semaines contre la corruption, l'inflation et les pénuries. Ils exigeaient que tout le monde comme cela, et ils exigeaient changer le système. Une colère populaire renforcée par l'assassinat jeudi d'un journaliste haïtien. Très critique à l'égard du gouvernement, il disait avoir été l'objet de menaces. Au moins 17 personnes sont mortes depuis le début de la contestation. Les manifestations et les barricades paralysent le pays qui s'enfonce dans la crise. L'opposition a rejeté la proposition de dialogue du président. Des garçons et des jeunes hommes enchaînés, traumatisés. À Dora, dans le nord du Nigeria, la police a fait une terrible découverte dans ce qui était jusque-là connu comme un centre d'enseignement islamique. Environ 70 pensionnaires envoyés ici par leur famille pour étudier le Coran ou se soigner contre des addictions étaient en fait battus, torturés et violés. Moins de 3 semaines plus tôt, une affaire similaire avait déjà choqué le Nigeria. Au sein d'une autre institution coranique, environ 300 garçons et adolescents avaient aussi subi des traitements inhumains et dégradants. Dans le nord du pays, la pauvreté est très élevée et les services publics largement absents. De nombreuses familles n'ont d'autre choix que d'envoyer leurs enfants dans des écoles et des maisons de correction islamiques privées. À Conakry, après une nouvelle journée de heurts entre manifestants et forces de l'ordre, des manifestants mobilisés contre un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé, les forces de l'ordre ont été massivement déployées ce mardi, notamment dans le fief de l'opposition. Nigérian en Afrique du Sud depuis 2013. Elle intervient dans un contexte particulier juste quelques semaines après des violences xénophobes en Afrique du Sud qui ont notamment visé des Nigérians. Une nouvelle fois, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a présenté ses excuses. Nous avons exprimé nos profonds regrets concernant les événements qui ont eu lieu il y a quelques semaines. Ces attaques contre des ressortissants étrangers. Les deux dirigeants ont évoqué un plan contre ces violences, mais sans donner de précision. Nous avons décidé de travailler ensemble pour prendre des mesures concrètes et empêcher que de tels incidents inacceptables ne se répètent à l'avenir. Les deux hommes ont signé plus de 30 accords commerciaux dans les secteurs de l'industrie, de la défense et de l'agriculture. Le Nigeria et l'Afrique du Sud sont les deux géants économiques du continent. Il y a eu plus de 3 milliards d'échanges commerciaux en 2018 entre les deux nations, et le Nigeria représente 64% du commerce de l'Afrique du Sud avec l'Afrique de l'Ouest. Certains analystes parlent d'une relation d'amour-haine entre les deux superpuissances du continent. Chaque pays voit l'autre comme son seul rival africain dans les domaines économiques, culturels et sportifs. Certains Sud-Africains, surtout des jeunes, accusent les Nigérians de voler leurs emplois ou de vendre de la drogue. Mais les plus âgés se souviennent du soutien apporté par le Nigeria lors de la longue lutte contre l'apartheid menée par Nelson Mandela.